Bienvenue à notre premier podcast du service de remorquage de PP, Derrière le Boom. On l'attendait depuis longtemps. Mon premier invité devait être mon père, évidemment, pour raconter l'histoire du service de remorquage de PP. Tout le monde veut voir ce qu'est vraiment le broyeur derrière le boom. Il est actuellement au Guatemala pour du travail missionnaire. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. En fait, nous avions Casey Liddell comme invité. Donc lui et Alex discutaient dans de leur Jeep. Et puis, par hasard, nous avons eu un tonneau. Donc il est sorti avec nous. J'espère qu'à ce moment-là, cette vidéo était déjà sortie. Ce podcast est génial, car avec 50 000 abonnés sur Instagram, notre portée et influence dans le remorquage grandissent. Tu sais, tout ce qui est ces réseaux sociaux, c'est plutôt cool. J'ai une très bonne question. La première serait, quel est l'impact d'avoir des réseaux sociaux aussi actifs et comment cela aide-t-il dans le secteur du remorquage? Super sujet dès le départ. Alors pour moi, les réseaux sociaux, on me demande toujours comment j'ai commencé tout ça. Le service de remorquage de PP est sur le point d'atteindre 300 000 abonnés sur YouTube. Je suis à un jour ou deux d'atteindre 100 000 abonnés sur Instagram. TikTok, près de 40 000, je n'ai jamais pris les autres réseaux au sérieux. Ça a commencé au lycée, j'ai grandi là-dedans, mais ce n'a jamais été mon métier à plein temps. Et quand j'allais sur ces chantiers avec mon père, avec certains des autres gars, tu sais, sur Facebook au lycée, je postais des photos d'une bétonnière dans une maison ou d'une voiture sur un toit, des trucs fous comme ça. Et dans mon petit cercle, j'obtenais une réaction positive, du genre « Mec, c'est dingue, comment ça arrive ?» Pour moi, ce n'était pas fou, juste le boulot, un jour comme les autres. Tu vois, c'est mon bureau. Tu sais, au lieu d'un bureau, c'est ce que je fais. Ça m'a poussé à acheter une GoPro. Je crois qu'à l'époque, c'était une GoPro 3 ou 4, peu importe le modèle, c'était il y a de nombreuses années. Mes premières sur vidéo étaient horribles, vraiment tremblantes, le son était nul, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai juste mis un casque avec une caméra dessus. Et puis au fil des années, je me suis auto-formé pour mieux monter, mieux filmer, rechercher le bon matériel, savoir comment cadrer mes plans et tout ça. Et en plus d'être simplement populaire sur Instagram et les réseaux sociaux, ça nous a apporté beaucoup de travail sur le plan professionnel. Et faire connaître cette marque, faire reconnaître la marque Vépiz en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Grande-Bretagne et partout dans le monde. Pourquoi Josh fait-il tout le discours? Il ne laisse pas Alex parler. Comme tu l'as dit, il est extrêmement important d'avoir une base sur les réseaux sociaux. Nous obtenons les emplois, nous pouvons proposer les emplois. Et simplement, grâce à ta portée, évidemment, tu touches d'autres personnes qui font la même chose, comme dans la communauté YouTube. C'est uniquement bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour toi, ton nom et ton père. Donc, je veux dire, honnêtement, il n'y a pas de limite. C'est vrai, mec. Maintenant, je discute un peu avec Murphy Diesel, Recordrick, Casey Lidella, mais je ne dirais pas vraiment qu'on est potes. Je m'entends bien avec Ron Pratt. Et sans révéler leurs statistiques ou les coulisses, ils font un travail phénoménal, au point qu'ils gagnent probablement plus sur YouTube. Et, tu sais, mais les partenariats qui découlent de cette présence sur les réseaux sociaux, et ils gèrent aussi le côté remorquage, ce qui est phénoménal. Je ne pense pas que ça arrivera ici, car nous avons trop de camions, de sites et d'employés. Je devrais probablement gagner genre 3 millions par mois, 3 millions, tu vois, quelque chose comme ça, juste pour pouvoir dire que, tu sais, le côté YouTube rapporte plus que le côté remorquage. Mais c'est cool. Tu sais, c'est cool d'avoir cette notoriété, d'être reconnu, de faire un boulot de dingue que pas que personne d'autre ne puisse faire, mais d'obtenir cette reconnaissance des autres dans notre secteur qui disent « Putain, vous faites du bon boulot. On fait du dépannage et des rotations, mais vous faites vraiment un super boulot. » Et moi aussi, j'en ai une bonne. Beaucoup de gens, je veux dire, mec, j'ai des messages privés à l'appel de gens. Ils voient les trucs sympas. Ils voient les semi-remorques qu'on remonte des ponts. Ils voient les trucs de dingue. Je reçois beaucoup de messages comme « Vous recrutez, je veux faire ce que tu fais ». Comme si c'était quelque chose de simple. Genre « Oh, bien sûr, pas de problème. Tiens, voilà ta télécommande. » Mais c'est quelque chose d'incroyablement difficile à faire. Je sais qu'on donne l'impression que c'est facile. Alex, parce qu'il est tellement silencieux au travail, tu te dis qu'il n'y a aucun stress ou aucune émotion chez lui. Moi, c'est tout le contraire. Je suis tout le temps en train de bavarder, tout est sarcastique et drôle pour moi. Donc, mais c'est quelque chose de très difficile, c'est très stressant. Et ce n'est pas fait pour tout le monde, je vais juste dire ça. Tout comme tout le monde ne peut pas être avocat. Tout le monde ne peut pas être neurochirurgien. Tout le monde ne peut pas être conseiller fiscal professionnel. Vous savez, tout le monde ne peut pas être basketteur, vous savez, au niveau de LeBron ou au niveau de Jordan ou au niveau de Kobe. C'est juste un fait.
Et je pense que dans cette industrie aussi, tout le monde ne peut pas faire spécifiquement les choses de rotation que nous faisons. C'est l'un de ces trucs, je pense, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. J'ai formé beaucoup de gens et vu beaucoup partir. J'ai toujours dit à mon père que, vu mon emploi du temps, je fais tout le travail de rotation. Je tuerais pour avoir un bon opérateur de rotateur qui puisse faire ce que je fais sans être coaché, sans être formé, sans avoir besoin d'aide. Et personnellement, je pense que Alex a ce qu'il faut. Il vient d'une entreprise qui avait un rotateur, mais est-ce que tu l'opérais là-bas? Juste une fois, et j'ai eu des ennuis pour ça. Il a eu des ennuis pour avoir utilisé le rotateur là-bas. Ici, tout va très vite et sans pitié. Par exemple, dès ton premier jour chez mon père, il te met dans un camion et t'envoie sur le terrain. Ici, je n'ai personne d'autre, tu sais. Il faut bien faire le travail et surveiller mes caisses. La pression est là. Alex était avec moi et m'observait pendant les retournements. Son premier retournement a eu lieu avec moi sur un chantier, lors d'une manœuvre qu'il a refaite quelques années plus tard. Je pense que c'était lors du retournement de remorquage aujourd'hui. C'était très chargé. Oui, c'était sur la 5 à Roxford. En gros, l'une de ces voitures s'est retournée et tu es allé là-bas. Je crois que tu as été appelé ailleurs. Non, ils sont arrivés les premiers. Donc ils n'avaient pas besoin de se relayer. Ils n'avaient besoin que d'une seule. Ils avaient juste besoin de celle qui est allée là-bas. Et je crois que c'était occupé, alors je me suis dit, bon, laisse-moi passer à autre chose. Je me suis dit qu'avec eux là-bas, il fallait juste espérer que tout se passe bien. Alex peut gérer ça. Et finalement, ça s'est bien passé. Je veux dire, aucun dégât. Tout s'est bien déroulé. Ouais. Après cela, on a donné un autre à Alex, qui a alors commencé les levées de conteneurs, ce que j'appelle les trucs faciles. Les treuillages et levées de conteneurs demandent de s'habituer au camion, de faire corps avec lui et de connaître la pression sur les points de contrainte. Tu dois savoir quand ton camion va bouger, ce qui est assez facile, les angles. Tu sais, ça devient comme ta main droite, une seconde nature. Et puis c'est devenu des retournements en solo. Et mince, je crois qu'aujourd'hui tu m'as dépassé sur les interventions qu'on fait chaque mois. Mais tu sais, si tu ne l'avais pas, on ne te confierait pas tout ça. C'est du 100%. C'est un peu de mathématiques. C'est un peu, tu sais, de la pure volonté. C'est beaucoup de courage, beaucoup de cran. Il faut savoir prendre des risques. Mais toujours dans tes limites, quand même. Tu sais, Alex connaît ses cordes. Il connaît tous les mousquetons, tout son matériel d'équipement. Je pense que c'est ça qui fait un bon opérateur. Tu peux demander à n'importe quel gars du remorquage quelle taille font tes cordes. Est-ce que c'est XXX ou est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est 6X-27? Et beaucoup de gars ne sauront pas ce que ça veut dire. Donc je pense que, tu sais, tout ça entre en jeu pour faire un très bon opérateur de rotator. Mince, et on a de la chance d'avoir ça, tu sais, en plus de Dave la nuit, moi le jour, mon père évidemment, et maintenant Alex. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui peuvent dire qu'elles ont 4 vrais bons opérateurs de rotator, non? Ouais, je veux dire, rien que de dire qu'on a des opérateurs de rotator, il y a tellement d'entreprises qui ont, tu sais, au pluriel, tu vois. Des rotators où c'est leur rôle spécifique. Et tu sais, ouais, et puis j'ai déjà parlé de ça dans différents lives. Et je dis toujours, tu sais, au moins pour moi, j'ai beaucoup de chance de travailler dans une entreprise où nous avons un programme de rétablissement qui se concentre sur la récupération et qui garde les rotateurs ici. D'autres modèles d'affaires ne le permettent pas, ils jouent sans cesse avec le rotateur. Donc parfois, une grue de 35 tonnes doit sortir pour faire une récupération, ce qui est largement suffisant, tu sais. Et avec le bon opérateur, tu sais, il y en a certains. Mais tu sais, avoir des rotateurs constamment ici dans la cour, prêts à partir à tout moment pour différentes zones, c'est un énorme, énorme, énorme avantage dans ce domaine. Donc, comme on dessert 6 zones, on les reçoit régulièrement, non seulement par le CHP, mais aussi par nos comptes privés et par le LAPD. On est toujours en mouvement. Comme tu l'as dit, les tâches faciles, comme les conteneurs ou les défis du vent, sont des missions entre deux grandes interventions. Ce modèle économique ne convient pas à tous, mais il fonctionne parfaitement pour nous. En dehors de ce que tu vois sur YouTube, on reste occupé avec la récupération. On a eu un tonneau aujourd'hui avec Casey Liddell, comme dit. En rentrant dans la cour en marche arrière, Alex arrive juste après et Javo sort en courant. Et j'ai une citerne qui est tombée par terre. D'accord, bon Alex, donc il y va. C'est sans arrêt comme ça. Mais l'aspect de remorquage, c'est pareil ici aussi. Pour notre modèle économique axé sur le remorquage et le dépannage poids lourd, il serait inutile d'avoir 3 chauffeurs poids lourds ici, ou moi et Alex également disponibles. Un conteneur sort comme un camion Penske avec remorque. Josh va t'en charger dans Hulk.
On a assez de poids lourds ici pour gérer le remorquage et les rotators prennent en charge le travail de récupération. Chaque fois que tu dois sortir un treuil, chaque fois que tu dois lever la flèche ou la faire pivoter, on appelle ça du travail de récupération. C'est aussi pourquoi on reçoit souvent des critiques comme « Je peux pas croire qu'Alex ait fait ce treuillage avec le rotator de 75 tonnes, mais c'est son camion. Ouais, tu fais tous les boulots. Tu ouvriras la porte avec le rotator de 75 tonnes, c'est juste pour un dépannage batterie sur son camion assigné. » Tu sais, mais il n'y a pas de différence entre 40 tonnes, 50-60 ou 75 genres. Oh, c'est un petit camion fourgon. Envoyons le 40 tonnes. C'est juste une question de disponibilité. En ce moment, Alex est l'opérateur principal du rotator le jour. Tout son travail concerne donc le rotator de 75 tonnes et c'est en Californie. On n'a pas de tarif qui varie selon le poids comme ailleurs. Que l'on envoie un 40 ou un 75 tonnes, le prix reste identique. Le tarif ne change pas, comme certaines personnes le pensent. Oui, il y a une énorme différence. Je ne dirais pas qu'il y a une divergence, mais il y a des lois différentes dans chaque État et des croyances différentes à ce sujet. Donc, vous savez, et on voit ça sur les réseaux sociaux, pour revenir aux réseaux sociaux, vous savez, si vous allez sur Facebook, vous verrez certains posts et vous verrez, vous savez, ce genre de commentaires. Sur TikTok ou Instagram, vous recevez seulement des éloges et vous pensez « Oh, c'est un super boulot ». Puis, vous allez ailleurs et recevez de nombreuses critiques, ce qui est fou. Peut-être que cela dépend de la démographie des groupes d'âge et d'autres facteurs. J'ai toujours eu l'impression que les gens sur Facebook sont généralement plus âgés. Les baby boomers. Je dis les boomers, tu sais, mais c'est un mot qu'on utilise. Tu sais, ton père n'aime pas ce mot. Mais en ce qui concerne Instagram, je pense que c'est un public jeune. Je pense même que le public de TikTok est bien plus jeune que celui d'Instagram. Tout à fait, c'est exact. TikTok, c'est plus la génération Z et tout ça. Donc il faut s'adapter à ça quand tu fais des trucs sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est les milléniaux. C'est un apprentissage. Tu te dis que quand tu publies, genre si vous regardez, vous avez vos propres comptes Instagram et Facebook. Vous postez juste votre nourriture, des photos de vos enfants et des trucs comme ça. Avoir un travail à temps plein et maintenant aussi, je veux dire, certains ont pour métier les réseaux sociaux. Tu engages un responsable de contenu de marque qui publie pour toi. Il gère ton planning et ce qui fonctionne ou non. Ici, on fait tout nous-mêmes, sans équipe réseaux sociaux. Et ces équipes les facturent une tonne d'argent. Donc on est juste là à le faire nous-mêmes, à apprendre par nous-mêmes, à le faire au fur et à mesure, et ça marche. Tu vois, genre une vidéo au hasard, Alex ferait quoi 8 millions de vues en la faisant. 10 millions sur l'une d'elles. 10 millions sur l'une, 100% en solo. Les gens perdent des responsables de marque pour poster, mais ils n'atteignent même pas toujours 100 000 vues. Je reçois sans cesse des pubs de petits comptes qui proposent de faire des posts pour moi. Je regarde leur page et je me demande « Quoi ?» Ça a pris du temps pour en arriver là quand même. Donc, je dirais que c'est un peu différent, tu vois, d'apprendre le travail d'opérateur, le gréage et tout ça, puis de passer à essayer de comprendre un algorithme. C'est difficile car tu ignores toujours ce qui fonctionnera. J'ai un peu compris mon algorithme. Ah, ouais. Et évidemment, toi aussi, tu as compris le tien. Tu sais que tu pèses environ 100 000, ce qui est fou. Mais je veux dire, les gens doivent aussi remarquer qu'on fait le travail d'opérateur tout en filmant en même temps et en essayant de voir quel serait un bon plan qui fonctionnerait vraiment. Donc on fait plusieurs choses en même temps, on essaye de faire ces montants. C'est beaucoup plus difficile que vous ne le pensez. Et puis, vous savez, essayer de contrôler une scène, que ce soit avec la CHP ou avec les autres agences présentes. Je veux dire, c'est beaucoup, vous savez, c'est vraiment stressant. Petit exemple, on est en plein jour et on gère un tonneau, il faut juste garder en tête, genre, tiens, mettons-nous de ce côté parce que le soleil est de ce côté, et je ne veux pas que l'éblouissement fasse sauter les hautes lumières ici. Et les ombres sont toutes bouchées, tu vois, ça va être tout boueux. Mettons-nous ici. Donc... Tu regardes tes images, tout est blanc. J'ai déjà vécu ça, je connais. J'ai perdu de super boulots juste à cause d'une mauvaise réalisation. Il y a clairement du tâtonnement et tu sais être autodidacte et essayer d'apprendre tout ça par toi-même. Tu sais, évidemment, tu as appris la plupart des choses tout seul. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses grâce à toi et à certains écrits, évidemment. Grâce à ton père, à toi-même. Sean, si vous appréciez les effets sonores et les sous-titres sur les vidéos d'Alex, c'est parce que je leur ai parlé de CapCut et d'un site plein d'effets sonores amusants. Mais oui, les réseaux sociaux, ça ne va pas disparaître. C'est un de ces trucs qui ne vont tout simplement pas disparaître. Il y a chaque jour des milliards d'utilisateurs sur des plateformes comme Insta, TikTok, Facebook. Qui sait, vous savez, quand on aura des enfants, quand nos enfants auront notre âge, qui sait à quoi ressemblera l'IA, vous voyez, avec vos lunettes méta, et tout sera connecté comme ça. Cela ne va pas disparaître.
Bonne ou mauvaise chose, c'est une autre question. Je ne suis ni pour ni contre, mais c'est là pour rester. Donc si vous avez une entreprise, je ne dirais pas que c'est du suicide, mais c'est peut-être une mauvaise pratique commerciale de ne pas être en ligne, à moins que vous ne soyez suffisamment solide pour ne même pas faire de marketing. Les réseaux sociaux prennent de l'ampleur. Je reçois de nombreux messages et appels. Par exemple, mon père me dira « Josh, j'ai une entreprise en Floride, elle est grande, ils veulent te questionner sur ta façon de filmer. » Et tu sais, c'est cool de parler à ces autres entreprises qui voient, tu sais, une entreprise comme la nôtre à l'autre bout du pays. Même pas à l'autre bout du pays, à l'autre bout du monde. J'ai reçu des appels du Royaume-Uni de personnes qui nous aiment beaucoup. J'ai de nombreux followers britanniques qui m'appellent souvent pour me demander, par exemple, comment améliorer les images GoPro ou gérer l'audio. Ces personnes qui veulent amener leurs réseaux sociaux au niveau supérieur et promouvoir leurs entreprises. Et je pense que c'est une bonne chose, tu sais. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Sur mon compte personnel, il n'a pas été touché depuis 1 an. Ces personnes qui, à chaque fois qu'elles vont dîner, doivent poster leur nourriture végétale ou tout ce qu'elles font. Mais je pense que pour les entreprises, comme c'est juste un bon outil pour l'apprendre, apprendre à connaître son public, se construire un public et en trouver un, gardez-le. C'est un bon moyen de se faire connaître. Tu n'en as pas vraiment besoin, on a déjà 2 DJI Pocket 3. L'un de ces grands podcasts utilise des Sony incroyables et des équipements valant des dizaines de milliers. À l'avenir, on aura sûrement du matériel différent. Et nous, on n'a rien de tout ça ici. Donc c'est déjà un niveau au-dessus de ce que la plupart des gens peuvent avoir pour commencer. Un smartphone. Tout le monde qui regarde ça a un smartphone. Ouais. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir du 4K HDR 60 images par seconde, juste un trépied basique, peut-être une petite ring light ou quelque chose comme ça, tu sais, un micro pas cher. Alex a le micro DJI. Personnellement, je préfère les produits DJI à tous les autres. Mais commencez simplement. Mon conseil pour vous qui voulez apprendre les trucs des réseaux sociaux. Tu sais, personne ne commence en étant viral, reste viral et devient célèbre instantanément. Enfin, je suis sûr que ça a dû arriver à quelqu'un. C'est probablement rare, mais si tu veux te lancer, lance-toi simplement. Voici mon conseil pour réussir sur les réseaux sociaux. Tu sais, évidemment, en devenant populaire sur les réseaux sociaux, il y a aussi, tu sais, des inconvénients à tout. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Une chose que j'ai remarqué, c'est que plus tu prends de l'ampleur, évidemment, il y a les détracteurs. Pas seulement les détracteurs, mais la loupe devient plus grande. Tu sais, tu es plus sous le microscope sur ce que tu fais, surtout en étant dans la rotation de la police. Je pense que tu es plus exposé et responsable de ne pas faire certaines choses sur les réseaux sociaux car ton audience est immense. Personnellement, sur certaines de mes vidéos publiées, j'ai eu des millions de vues. Et évidemment, je pense qu'il doit y avoir une certaine responsabilité sur ce qu'on publie. Par exemple, je vais te donner le meilleur exemple. Ne pas publier de vidéos de mort. Je pense que c'est une excellente idée de ne pas publier de mort. Non seulement cela... C'est la règle ici depuis le début, depuis que tu as commencé, exactement. Mais tu sais, comment penses-tu que ça va impacter à long terme à mesure que l'audience grandit? Et tu sais, comment ça affecte, disons, la rotation des policiers et leur travail? D'abord, c'est contraire aux règles. C'est vrai. Certaines entreprises font ça, comme un centre commercial, et je trouve ça de mauvais goût. Ce que j'aime, c'est voir des excavatrices et des maisons. Et si tu veux voir des choses fatales ou ce genre de trucs, va sur ce côté de TikTok. Va sur ce côté d'Instagram ou sur LiveLeak ou quelque chose comme ça.com. Va sur Reddit, sur les subreddits qui font tout ça. Mais pour nous, je veux dire, ce n'est pas notre truc. Je veux dire, à ce stade, c'est trop en faire. Notre priorité, c'est les camions, la façon dont on utilise nos camions et comment on fait beaucoup de boulot que beaucoup d'entreprises refusent, ou ce n'est pas pour être méchant. Tu sais, elles ne peuvent tout simplement pas le faire. Alors, mélanger ça avec, par exemple, des accidents mortels, je ne pense pas que ça corresponde à notre image de marque. Non. C'est vraiment un truc très irrespectueux, parce que je sais qu'on en reçoit beaucoup aussi dans ce secteur. Je n'aime pas qu'on puisse avoir une présence sur les réseaux sociaux ou une chaîne YouTube pour n'importe quelle profession. Certains plombiers ont des millions d'abonnés en filmant leur travail, car ils sont talentueux. C'est cool. Il y a des graphistes qui filment leur travail. Des électriciens, des ouvriers du bâtiment, même des vendeurs de hot-dogs ont des chaînes YouTube, mec. Ces dames mexicaines qui font des tamales maison et tout ça au Mexique avec la masa et le maïs, elles ont des millions d'abonnés et de vues. Non. Pour une raison, dans le remorquage, tu es souvent critiqué. C'est mal vu. Eh bien, tout d'abord, l'industrie du remorquage a une mauvaise réputation parce qu'on est associé aux gens de la récupération, aux bandits du remorquage et aux entreprises de remorquage qui existent et qui arnaquent les gens. C'est nul. On se retrouve à être mis dans le même sac.
Pourtant, l'industrie du remorquage est souvent critiquée simplement parce qu'elle existe. Si on fait juste notre travail en dégageant une scène, c'est bien, tu vois. Mais si on porte juste nos caméras, qu'on filme et qu'on partage notre travail pour gagner des abonnés et des clients, beaucoup le voient d'un mauvais œil. Genre, vous filmez les gens à leur pire moment. Pourquoi enregistrer et publier ça? On est la seule industrie où on ne peut pas être fier de son travail. On n'a pas le droit d'être fier de ce qu'on fait, ni d'éduquer les gens. C'est important. J'ai les kits de Bailey qui se vendent comme des petits pains. Pour ceux qui ne savent pas, Bailey's est un site web de gréement. J'ai un kit Hulk maintenant, un kit 2.0. Ils ne sont pas bon marché, ils sont assez chers. Mais le fait qu'ils se vendent montre que, vous savez, les gens s'intéressent à la façon dont nous gréons, pourquoi nous gréons et pourquoi nous utilisons l'équipement que nous utilisons. Ils veulent être plus en sécurité, ce qui est vraiment cool. Donc dans ma tête, je fais ça parce que oui, c'est du bon contenu. Les gens sont tout simplement attirés par les accidents et la façon dont ils sont dégagés, comment une scène est nettoyée du début à la fin. Je suis un gros camion renversé qui bloque des voies. En même temps, on peut aussi montrer notre équipement, expliquer pourquoi on l'utilise et éduquer d'autres personnes qui ne font peut-être pas ça tous les jours, mais qui regardent et se disent « Ah, la prochaine fois que j'aurai un conteneur, je n'aurais jamais pensé à utiliser ça ou à passer par là. » Ou alors « Ah, c'était cool comme ils ont utilisé les lingues d'égalisation pour stabiliser les tracteurs et passer le conteneur. Voilà pourquoi on fait ça. » C'est vraiment dommage que tant de gens s'y opposent, disant par exemple « Conducteur de dépanneuse, tu ne devrais pas publier. » Fais juste ton boulot, mon pote. Mais ils sont quand même en train de sécuriser la scène. Mais les paparazzis existent, tu sais. Il y a des gens qui ont des métiers que je trouve nuls et inutiles, ils existent. Et je ne vois jamais vraiment un flot de négativité à leur égard. Genre, cette profession ne peut pas se filmer. Genre, les éboueurs filment sur YouTube. Ouais, j'ai vu ça. J'ai déjà envoyé beaucoup de choses comme ça, des soudeurs par exemple, c'est sympa. Faites que ce que vous devez, si ça marche tant mieux. Les gens aiment voir ce genre de contenu. C'est dommage que l'industrie du remorquage ait une si mauvaise réputation. Être fier de notre travail est souvent vu comme de l'arrogance. Pourquoi filmer ce gars dans son camion alors qu'il a juste eu une mauvaise journée? Vous en profitez alors que moi, c'est mon travail, je fais ça chaque jour. Ouais. C'est nul. J'espère qu'on pourra changer cette stigmatisation. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Je veux dire, il y aura des gens qui vont vraiment aimer ce que tu fais et s'intéresser à ce que tu fais. Comme tu l'as dit, là, souvent quand on publie des vidéos, les gens demandent s'ils savaient qu'on pouvait faire ainsi ou quel est l'avantage d'une méthode sur une autre. Et évidemment, tu commences à entrer dans l'aspect plus technique du métier qui est, oh, tu sais, ce n'est pas un angle de ligne si horrible que ça. L'angle de la bière est très, tu sais, correct. Et puis, tu ne perds pas la limite de charge de travail sur tes lignes, différentes choses de ce genre. Mais oui, tu as raison. Je veux dire, la plupart du temps, on est associé aux conducteurs et aux gens, tu sais, qui évidemment ne font que leur travail, non? Ils sont juste là pour récupérer le véhicule parce que tu ne l'as pas payé, tu sais, quand tu regardes ce que c'est. Quand tu finances cette Corolla sur 80 mois et que tu as 3 mois de retard, il blâme le gars qui la reprend au lieu de s'en vouloir de ne pas avoir payé. C'est ça, tu sais, et la plupart du temps, ils sont mal vus. Et à partir de là, dès que tu vois une dépanneuse, tu l'associes automatiquement à ça, tu vois, alors que c'est juste une autre partie du secteur du remorquage. Tu sais, comme je l'ai dit, tout le monde fait juste son travail. Mais comme tu l'as dit, avec un peu de chance, et on pourrait, tu sais, grâce aux réseaux sociaux et en partageant notre parole et notre travail, on pourrait changer ce mauvais côté, ce côté négatif, tu vois. J'avais écrit un article de blog quand j'avais un blog. Ça n'a rien donné. Je n'en ai fait que quelques-uns, mais il y a de nombreuses années, et l'un des sujets était la stigmatisation du remorquage. Par exemple, quand tu imagines un avocat, tu penses juste à un avocat dans un film. Quand tu entends le mot avocat, tu penses à un blazer, un costume, une Rolex, des bagues en or, un diplôme de droit de Harvard, tu vois, ce genre de choses. Quand tu imagines un ingénieur, c'est pareil. Quand tu imagines des scientifiques, tu vois, et ainsi de suite. Quand tu demandes à quelqu'un à quoi il pense en entendant dépanneuse ou conducteur de dépanneuse, il pense à Martin Decar. Tu sais, Un pecno dans une dépanneuse rouillée avec une salopette qui ressemble un peu à Spider-Paul. Tu imagines quelqu'un comme ça, mais c'est tellement faux. Je veux dire, on est toujours bien habillés. On a nos uniformes, nos camions sont impeccables. ah, je porte un short. Celui-là s'est éteint. Quoi? C'était quoi ça? Le tien, il n'a plus de batterie? Impossible. Bref, problème technique. Une des caméras est tombée en panne. C'est pour ça qu'on en a 3, non? Ouais, cool, bonne idée.
Oui, tu as cette mauvaise réputation. C'est aussi pourquoi je fais les réseaux sociaux ainsi. Tu essaies un peu de casser ça. Genre, hé, déjà on est jeunes, tu vois. Bien soignés. On a de beaux camions. Ils ne sont pas rouillés. Ils sont bien entretenus. Ils sont beaux. On aide les gens. Je veux dire, ce n'est pas l'UNICEF. Non, bien sûr qu'on fait payer, comme dans toutes les professions. Personne ne fait rien gratuitement. Tu vas au restaurant et ils te préparent un bon repas. Tu te dis, mec, c'était un bon repas. Ce n'était pas gratuit. Tu as payé pour ça, non? Ouais, c'est pareil pour ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu as un accident. Comme je l'ai dit pour la plomberie, si tes toilettes débordent à 2 heures du matin, personne ne fera ce travail gratuitement. Tu dois appeler un plombier professionnel qui règle le problème. Ça va sans doute coûter cher, mais c'est nécessaire. C'est pareil dans notre secteur. Ouais, ces épaves sont fascinantes à voir quand on les soulève dans les airs et qu'on les fait tourner comme si de rien n'était, comme si c'était à des jouets Tonka. Ça coûte de l'argent à faire, mais tu sais, on le fait parce qu'on aime nettoyer les routes. On travaille très vite, on est assidu. C'est juste l'une de ces sensations satisfaisantes de se dire mince mec, c'était un vrai bazar quand on est arrivé. On a tout nettoyé. Les gens peuvent rentrer chez eux maintenant. Ce gars a maintenant récupéré son camion, sans doute remorqué chez le concessionnaire pour réparation. Donc c'est beaucoup de fierté dans ce qu'on fait. C'est vraiment dommage, comme je l'ai dit, que la stigmatisation existe et que l'industrie du remorquage ait une mauvaise réputation à cause de certains qui volent et retiennent des voitures contre des frais abusifs. Heureusement, ils commencent à sévir. Je viens d'en parler sur Fox News, où ils prennent des mesures strictes contre les bandits du remorquage ou rabatteurs. J'espère qu'avec ce podcast et la croissance de nos réseaux sociaux, nous pourrons aider à briser la stigmatisation et valoriser le remorquage. Quand votre sœur tombe en panne, à 2 heures du matin, vous appelez un dépanneur pour une dépanneuse. Votre grand-mère est bloquée dans la neige, sa voiture ne démarre pas et les clés sont dedans. Vous appelez un dépanneur pour ouvrir la porte et dépanner la batterie. Vous connaissez un dépanneur. La voiture ne démarre pas. Les gens ont besoin de dépanneuses chaque jour. Nous ne sommes pas tous des escrocs ou louches. Il est important de transmettre le message et d'obtenir plus de reconnaissance pour le secteur du dépannage, qui reste un métier dangereux. Un métier très dangereux, on ne sait jamais quand tout peut mal tourner. Vous savez, vous pouvez prendre toutes les précautions nécessaires, lire toute la documentation et tout faire parfaitement, et pourtant quelque chose peut mal tourner. Je suis le premier exemple. Je devrais le savoir. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer que nous nous améliorerons avec le temps et que nous apprendrons d'autres méthodes, probablement plus sûres. Je veux dire, c'est un exemple parfait. Tu sais, tu passes de la chaîne au synthétique. Tu sais, ton père est un grand adepte de la chaîne, évidemment. Chaîne. Chaîne. J'adore la chaîne. Et la chaîne a fait... La chaîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans, vous savez, donc, et ensuite passer au synthétique. Vous savez, comme vous, il y a des avantages et des inconvénients au synthétique. Il faut le protéger des bords. Et vous savez, évidemment, ce n'est pas indestructible, mais ils sont très résistants. Je pense qu'ils représentent, vous savez, l'avenir de l'industrie du remorquage. Mais pensez-vous que parfois l'industrie du remorquage est très, je dirais, peu réceptive aux nouvelles innovations dans le secteur? Oui, c'est la mentalité de l'ancienne garde. C'est tellement étrange. Je veux dire, je pense que comme je suis né en 89, j'ai grandi avec, vous savez, les ordinateurs à leur début, avec Windows 95 et tout ça, et les Game Boys. Donc j'ai un peu évolué avec la technologie au bon moment. Et je suis totalement pour, vous savez, si quelque chose est plus récent et fonctionne mieux, on fait la mise à jour, non? Ouais. L'industrie du remorquage est ancienne. C'est pourquoi je vais continuer sur les réseaux sociaux pour le montrer à ces gens. Par exemple, je ne sais pas si je peux citer des noms, mais Harry, un dépanneur à l'ancienne, disait toujours « Utilise une chaîne, le synthétique c'est de la camelote ». Après avoir vu mes vidéos et m'avoir rencontré lors d'interventions, ils disent « Eh mec, c'est du sérieux ». Tu sais, Beau, je ne pensais pas que ce truc synthétique était fiable, mais je vois comment vous l'utilisez, la façon dont vous travaillez avec. C'est utilisé dans de nombreuses applications, comme le transport maritime et l'industrie des grues, qui emploient aussi de gros câbles synthétiques au lieu de chaînes. Si cela fonctionnait déjà il y a 40 ans, pourquoi changer? Comme dit mon père, si ce n'est pas cassé, ne répare pas. Les choses changent. J'ai toujours cette analogie. Avant, on allumait le feu avec des bâtons et des pierres. Quand est-ce que tu as déjà vu quelqu'un marcher dans la rue, essayer d'allumer une cigarette avec une brindille, tu vois, en essayant de faire du feu, alors que les gens qui font ce genre de commentaires utilisent des smartphones et postent depuis leurs ordinateurs. Tu sais, l'ironie leur échappe. Leur vie dépend totalement de la technologie et des avancées passées, à travers les objets qu'ils utilisent.
Tu sais, mais pour leur métier, s'ils font du remorquage, ils résistent. Non, la chaîne n'est pas indestructible. Elle supporte moins de poids et est plus lourde. La plupart des gens ont des idées fausses. Par exemple, si tu doubles une chaîne, en la bouclant, tu penses que tu doubles la capacité de charge. Toutes sortes de choses. Je suis content qu'avec Alex et quelques autres, on pousse vraiment, mais je ne dirais pas qu'on change l'industrie du remorquage pour le mieux. C'est un peu exagéré, mais tu sais, on ouvre les yeux des gens en leur montrant que, la façon dont j'ai appris, ce n'est pas la seule façon de faire. Tu sais, ce n'est peut-être pas la meilleure façon non plus. Tu sais, peut-être que je pourrais faire mes propres recherches, acheter une ou deux élingues, acheter tout le kit et l'essayer pour voir à quel point ça peut vraiment faciliter ton travail. Parce qu'au final, dans n'importe quel secteur, peu importe où tu es, pourquoi ne voudrais-tu pas rendre ton travail plus facile? Ouais, ouais, c'est bizarre. Imagine, on soulève des poids, on fait de la muscu, et la plupart du temps, cette chaîne devient lourde quand tu essayes de grimper sur un conteneur. Enfin, au moins pour moi, elle devient lourde, tu vois? À 100%. Et puis, avec ce qu'on fait, ça abîme beaucoup de choses. Tu ne veux pas que la chaîne touche le bétail d'un camion quand la cabine n'est pas endommagée. Tu ne veux pas faire des choses comme ça. Il y a tellement d'aspects trop positifs, mec. Tellement. Ça a vraiment aidé notre secteur à s'améliorer. Je voulais ouvrir l'industrie pour le mieux. Ça nous a énormément aidé. Tu sais, comme sur les voitures, quand on les utilise avec des barres d'écartement, avec des manilles synthétiques, tout ça, je pense que c'est simplement l'avenir. Ouais, D'autres secteurs de levage, comme l'industrie forestière et maritime, utilisent beaucoup de gréements synthétiques pour soulever les bateaux, comme je l'ai constaté. En voiture dans le centre de Los Angeles, il y a toujours des travaux, beaucoup de grues et de grandes sangles synthétiques. Donc tous les secteurs, tous les autres secteurs s'y mettent. Ouais, j'espère vraiment qu'on pourra pousser un peu plus pour que l'industrie du remorquage s'y mette aussi. Voyons voir. Un dernier mot, Alex? On limite celui-ci à 30 minutes, il sera peut-être un peu plus long. ouais, je veux dire, c'est juste, comme tu l'as dit plus tôt, on commence tout juste à mettre les pieds dedans. Dans les commentaires, indiquez les sujets que vous voulez qu'on aborde ou les personnes que vous souhaitez voir dans l'émission. Ouais, si l'épisode est nul, désolé. On le fait et on le met en ligne, on arrache le pansement. Aucun épisode n'est parfait. Dites ce que vous en pensez. Le son de Josh était mauvais, je déteste sa voix. Alex n'était pas assez fort. Peu importe, mettez ça en commentaire. Je les prends en compte, sous différents angles. Et j'espère qu'au moment où je lirai ces commentaires, je pourrai les utiliser et les intégrer pour qu'on puisse faire l'épisode 2 avec le broyeur. Avec un broyeur, oui. On pourrait aussi montrer à chaque épisode les suggestions les plus likées, pour savoir qui inviter ou dans quel secteur. Ou comme un sondage ou quelque chose comme ça. Un sondage. Que choisit-on? Évidemment, on ne peut pas prendre quelqu'un de totalement fou et inaccessible. On ne peut pas choisir Joe Rogan ou des personnes qui sont hors de notre portée. Ouais, rien de politique pour l'instant. Donc, pas de Biden, pas de Trump. Ouais, rien de tout ça. Essayons juste de rester sur le remorquage et la piste. L'industrie du camionnage en général, et avec ça, l'industrie automobile en réseau, et on pourra partir de là. Ouais, des experts de l'industrie. Restez prudents, tout le monde. J'espère que vous apprécierez ce premier épisode de ce que nous prévoyons être un très grand podcast. À la prochaine.